Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce samedi. Après les récentes annonces du Tchad et du Guatemala, c'est au tour de la Somalie d'ouvrir un consulat à Dakhla et une ambassade à Rabat. L'annonce a été faite hier en marge de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Autre temps fort de la participation de la délégation marocaine à l'Assemblée onusienne, la réunion des États africains atlantiques présidée par le Maroc. Le Royaume sera le pays hôte de la prochaine réunion ministérielle à Rabat au cours du premier trimestre 2023. Belle performance hier à Barcelone des Lions de l'Atlas face à leurs adversaires du Chili. Le match amical s'est soldé sur un score de 2-0. Un premier test réussi du nouvel entraîneur Walid El-Gragui qui prépare le 11 national au mondial du Qatar. 24 heures seulement après le Guatemala, la Somalie décide à son tour d'ouvrir un consulat général dans le Sahara marocain à Dakhla, en plus d'une ambassade à Rabat. Un nouveau succès de la stratégie des consulats entreprise par le Maroc dans le dossier du Sahara marocain. Une annonce faite depuis New York par le ministre somalien des Affaires étrangères Abshir Omar Jama à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre somalien a aussi affirmé qu'une feuille de route de coopération sera signée entre les deux pays. Et toujours à New York, les ministres des États africains atlantiques réunis hier ont décidé de tenir leur prochaine réunion ministérielle à Rabat au cours du premier trimestre 2023. Dans une déclaration adoptée à l'issue d'une réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, les ministres ont réaffirmé leur volonté politique commune pour faire de l'espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux à New York, avec Nisri El Hamdawi. Dès l'ouverture de cette réunion, le Maroc appelle à la réactivation d'une alliance géostratégique. Plus qu'un concept, c'est une vision qui traduit l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour convertir l'espace africain atlantique en un cadre de coopération interétatique, pragmatique et opportune. Remercier Sa Majesté pour sa générosité à accompagner les pays africains à être toujours ensemble pour l'unité du continent africain. Le Maroc et le Togo, nous avons une relation très avancée. Comme vous le saviez, nous venons d'ouvrir un consulat général à Dakhla. Moi, un lauréat de l'ACI, à l'époque l'ACI, aujourd'hui la MCI. J'ai fait mes études à Oujda. Et j'ai eu l'honneur d'ouvrir le premier consulat à Dakhla. Les défis auxquels l'espace atlantique de l'Afrique fait face sont grands. Lutte antiterroriste, trafic d'armes et d'êtres humains, piraterie et développement durable. Travailler en synergie est la meilleure voie à suivre pour faire de cette zone un espace de prospérité partagée, de sécurité et de stabilité. Cette réunion va nous donner l'occasion de parler sur les préoccupations communes que nous avons en tant que pays membres de l'Atlantique. Vous savez que nous avons les mêmes défis, les défis sécuritaires, la pêche illicite, le trafic de drogue, le trafic des êtres humains. Aujourd'hui, le Maroc est très présent au Mali, dans le secteur économique, dans le domaine agricole, dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine bancaire. Une des banques du Mali, d'ailleurs, la Banque de développement du Mali, a été dans les années 80 restructurée grâce au concours du Maroc. Et aujourd'hui, nous souhaitons continuer à travailler pour renforcer la coopération avec le Maroc. Les ministres des États africains atlantiques réunis hier vendredi à New York ont décidé de tenir leur prochaine réunion ministérielle à Rabat au cours du premier trimestre de 2023. Également à la une de l'actualité, la 4e édition des rencontres franco-marocaines sur les actions de développement à l'œuvre dans les provinces du Sud et les multiples potentialités qu'elles recèlent.
qui se sont clôturés aujourd'hui à Laayoune. Initiés sous le thème « Sortir de l'ambiguïté » par la Fondation France, Maroc, Paix et Développement durable, en partenariat avec l'association Ribat el-Fath. Ces rencontres ont été tenues à Guelmim, Tantan, Smara et Laayoune. Et parmi les participants, le président de la Fondation France, Maroc, Paix et Développement durable, Hubert Seillan, auteur notamment du livre « Le Sahara marocain, l'espace et le temps ». Hubert Seillan, juriste et avocat, dont nous vous proposons ce témoignage depuis la ville de Smara. Les preuves les plus concrètes, les plus matérielles, les plus nombreuses, les plus anciennes font que le Sahara est marocain. Et Smara est au cœur du Sahara, une ville historique. Toutes mes recherches, quand j'ai écrit mon livre sur le Sahara marocain, toutes mes recherches ont convergé vers Smara. Donc Smara est au centre du Sahara, mais aussi parce que Smara a des liens, a toujours eu des liens par ses populations avec le nord, comme avec le sud. Smara, je l'ai dit tout à l'heure, en fait se trouve être la ville-centre au Maroc. Un week-end pluvieux, un bulletin d'alerte de la Direction générale de la météorologie annonce des averses orageuses et de fortes pluies dans plusieurs provinces, avec un cumul de précipitations de 20 à 30 mm ce soir à Awserd, Ouaddahab et Boujdour. Et demain dimanche, de fortes pluies sont attendues à Agadir et Daoutalan, Izgan et Meloul, Chtouka et Baha, Taroudon, Lhaouz, Chichawa et Ouarzazate. Premier test réussi des Lions de l'Atlas à 2 mois du mondial du Qatar. C'est un Walid Regragui satisfait après la victoire 2-0 face au Chili hier soir à Barcelone en match amical. Le nouvel entraîneur est tout de même conscient du travail qui reste à faire avec des joueurs de talent et une sélection très prometteuse. Mohamed Aïtleshker. 2-0 signé Sofiane Bouffal sur penalty à la 66e minute. Et Abdelhamid Sabiri à la 78e. Pour une première sortie de la nouvelle sélection et du nouvel entraîneur, c'était donc très réussi. Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de combativité. J'en suis heureux. Ce n'était pas facile, certes, face à une équipe de Chili composée de joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Bon match, une bonne victoire pour une première. Avec le peu de temps de travail qu'on a eu, donc on est content. Une nouvelle sélection marocaine avec de grands joueurs certes, mais qui n'ont pas eu encore le temps d'intégrer les automatismes d'une sélection homogène sur le terrain. Ça fait que quelques jours qu'on travaille ensemble, donc c'est normal. Mais le plus important, c'est que l'attitude était très bonne sur le terrain. Malgré, quand on a fait des erreurs, qu'on a perdu des ballons, tout de suite, on a essayé de le récupérer. Donc ça, c'est important, la mentalité. Et on va continuer à travailler pour peaufiner tous les aspects, que ce soit défensif et offensif, pour être prêt au mois de novembre, Inch'Allah. Une jeune sélection nationale qui a été fortement et longuement applaudie par des gradins très largement dominés par des Marocains résidant en Espagne. Le public nous a fortement soutenus. De nombreux Marocains du monde se sont déplacés pour nous applaudir. La sélection nationale marocaine retrouvera après-demain mardi à Séville son homologue du Paraguay pour un deuxième test à la hauteur des matchs chocs du mondial. On sait qu'on n'a que 2 matchs pour nous préparer pour la Coupe du Monde, un nouveau staff, donc il faut qu'on fasse tout en un peu plus vite. C'est pour ça que ce stage il est important. Donc on va se récupérer là, et voyager pour le match de mardi et aller là-bas avec les mêmes intentions, en essayant de gagner, mais surtout avec la manière, Inch'Allah. Dans 2 mois au Qatar pour la phase finale du mondial, les Lions de l'Atlas évolueront dans le groupe F aux côtés de la Belgique, de la Croatie et du Canada. Et on leur souhaite bonne chance. La filiale marocaine de Collins Aerospace fête ses 10 ans au Maroc. Le groupe est l'un des leaders mondiaux de solutions technologiques innovantes pour les secteurs de l'aérospatial et de la défense.
Depuis 2012, que du chemin parcouru au service des besoins croissants des avionneurs. Nisril Hamdawi. La filiale marocaine de Collins Aerospace, acteur mondial majeur dans le domaine des équipements aéronautiques, fête 10 ans d'une activité intense dans le pays. 10 ans marqués par une belle performance, portée par une main-d'œuvre marocaine hautement qualifiée. Nous sommes aujourd'hui à peu près 130 employés. Nous pensons que nous allons doubler ces effectifs dans les années à venir avec beaucoup de croissance. Nous sommes le centre d'excellence pour l'assemblage, les tests et l'envoi des équipements de cockpit de la société Collins Aerospace. Les équipements de cockpit, ce sont les mini-manches d'Airbus, par exemple, les manettes de gaz, les pédestals et bientôt les pédaliers de la famille A320. Ces dernières années, nous avions un score parfait de 100% de ponctualité avec 0 défaut pour le client Airbus. Et nous avons pris la décision donc de nous implanter au Maroc parce qu'il y a la proximité avec la France. Le Maroc parle le français, ce qui était beaucoup plus facile. On est sur la même zone horaire et on a trouvé une qualité de main-d'œuvre qui était excellente. Depuis son implantation au Maroc en 2011, à travers sa filiale Ratier Fidiac Maroc, de nouveaux horizons de développement de l'aéronautique se sont ouverts au pays. RFM à l'origine est une PME de grande valeur. Ajouté au niveau de l'aéronautique par ses technologies. Son installation au Maroc a permis de contribuer à promouvoir la plateforme marocaine comme étant une plateforme compétitive et de qualité à la porte de l'Europe. Elle a crédibilisé aussi la base marocaine auprès d'acteurs majeurs. En France, on le sait, mais aussi dans des pays comme les États-Unis, qui sont la première puissance aéronautique dans le monde. Et les perspectives d'avenir sont de plus en plus prometteuses. Un écosystème d'approvisionnement Collins Aerospace ne tardera pas à voir le jour au Maroc. Il permettra le transfert de savoir-faire aux opérateurs locaux et la création de 800 emplois. Après une absence de 2 ans suite à la pandémie du Covid-19, les rencontres photographiques de Rabat sont de retour pour leur 5e édition. Et c'est sous le thème La Terre-Mère que l'événement se tient tout au long d'un mois. L'événement fait également partie du calendrier célébrant Rabat, capitale de la culture africaine. On voit cela avec Hassan Mandour et Maria Aouet. Figer un regard dans le temps comme une empreinte sur le monde, donner à voir la vie telle qu'elle est. Dichotomie de couleurs dans un monde en noir et blanc. Durant ces rencontres, 26 artistes marocains et africains racontent l'état actuel du monde. Nous sommes fiers de faire ces rencontres qui drainent un grand nombre d'artistes marocains, africains, de Mali, de beaucoup d'autres pays et qui présentent la thématique de la terre-mère. Réchauffement climatique, désertification et catastrophes naturelles, les photographes expriment l'ampleur de l'urgence climatique. Cette exposition met en lumière des photographes engagés. Chacun à sa manière veut dénoncer l'inaction face à l'urgence climatique, notamment la sécheresse en Afrique et les problématiques liées au manque d'eau. Nous devons tous protéger notre planète ensemble. Au terme du marathon photographique organisé pour l'occasion, des artistes amateurs ont été primés. Aujourd'hui fier de savoir que parmi tous les projets présentés, il y a 3 Marocains qui ont gagné ce concours avec franchement des photos et une sensibilité artistique extrêmement intéressante. Lorsque des regards d'ici et d'ailleurs se croisent, la photographie se fait alors éveilleuse de conscience, sensibilisée à l'urgence climatique, ensemble comme un message de paix et de fraternité entre les peuples.
Autre festival qui fait son comeback après 2 ans de rupture, un festival historique dans la cité du Détroit. Tant Jazz fait vibrer la ville avec son cocktail musical détonnant, à la fois jazz et blues. Il réunit près de 30 formations venues de 4 continents. Une 21e édition organisée dans une dynamique de pérennisation des acquis et un esprit de renouvellement. Anissa Boumedi et Dominique Orlando. Il suffit souvent d'un simple couplet pour que tout aussitôt l'adhésion se fasse. C'est dire à quel point le jazz, depuis son apparition à la fin du 19e siècle, s'est peu à peu immiscé dans nos esprits et quelque part en notre mémoire sensorielle. Il y a ma tante qui m'a envoyé le lien parce qu'elle savait à quel point j'étais passionnée. Et du coup, elle m'a envoyé le lien et j'ai vite couru acheter les billets. Quatre jours d'une programmation qui a déjà vu se succéder toute une série d'artistes très différents. Cela va du jazz band de façon Glenn Miller au tour de chant solo, là où toutes les tentatives de fusion seront permises. Moi, je viens du Burundi, centre-est à l'est de l'Afrique. Et mes musiciens habitent à Madrid. Et là, déjà, on a 2 albums. Notre premier album, ça s'appelle Free Me, Libère-moi. Deuxième, c'est Give Me Hope, Donne-moi l'espoir. 3 années d'absence et une édition nouvelle qui ne pouvait qu'enchanter le public de Tanger. Tanger, la ville du Détroit qui semble d'ailleurs l'écrin tout indiqué pour accueillir un tel grand blues. Ce rappel avant de clore cette édition, les changements d'horaire des rendez-vous d'information sur Al Oula à partir d'après-demain, lundi 26 septembre. La principale édition de la soirée en arabe est désormais fixée à 20h30. Pas de changement pour l'édition de la mi-journée à 13h. Idem pour les JT en amazigh et en espagnol à 14h. Quant à votre journal francophone, eh bien, nous aurons le plaisir de vous retrouver à 18h30 au lieu de 19h. Enfin, vous retrouverez le dernier bulletin d'information aux alentours de 23h30. Voilà, c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h. Bon week-end à tous, à bientôt.